Alors, la première présentation, comme ça a été indiqué plusieurs fois, ce n'est pas je joue de la musique contemporaine, mais bien vers une oralité numérique, point d'interrogation. Alors, effectivement, il faut être un peu présomptueux pour, à Paris 8, parler d'oralité numérique. Alors, est-ce que ça fonctionne cette affaire-là? Oui. Bon, j'espère que vous voyez suffisamment. Donc, je vais déjà prévenir la réaction. Voilà, je me suis foutu une baffe pour dire que vraiment c'est pas bien, depuis Paris 8, de parler d'oralité numérique. Ça rentre dans le projet du Vivre Ensemble. L'équipe qui a travaillé avec ça, c'est donc 3 universitaires de Paris, moi-même, Samuel Zanicki, Everardo Reyes, je vois qu'il y a une erreur d'orthographe sur son nom d'ailleurs, qui est mexicain d'origine, et puis une étudiante de master ghanéenne, Nina Eric. Bien, alors, une oralité numérique, point d'interrogation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut envisager une oralité qui soit numérique? Car la création sémantique est une activité collective. Alors pourquoi je suis amené à dire ça? C'est parce qu'il me semble, mais une récente discussion juste ce midi avec le professeur Sabin a peut-être infirmé cette position, que dans l'oralité africaine, la dimension collective, et on verra comment, est une dimension essentielle. Alors pourquoi est-ce qu'elle est essentielle? Alors là, il faut, finalement, c'est pas très pratique comme mode. Par la liberté de la prise de parole qui annule la distinction entre orateur et auditeur, l'oralité africaine est très éloignée des standards littéraires occidentaux, fussent-ils populaires. Alors c'est là où il y a peut-être une erreur de mon sens. Ce que j'avais perçu de l'oralité africaine, et qui pour moi était une différence fondamentale, mais peut-être que j'ai fait une erreur, et une différence fondamentale avec l'oralité perse par exemple, c'est que justement, il n'y avait pas de distinction entre l'orateur et l'auditeur, et que les gens pouvaient intervenir librement pour modifier ou donner des précisions sur l'histoire. Mais Sabin vient de me dire que ce dispositif-là est un dispositif du théâtre et non pas un dispositif de l'oralité fondamentale. Donc là, il y a une erreur de perspective. On va voir que, évidemment, ça invalide complètement le prototype qui a été fait, mais peut-être pas tout à fait l'intégralité des éléments. Ça marche comme ça? Oh, super. Alors, le troisième élément qui a motivé cette recherche, c'est que j'ai déjà fait plusieurs workshops sur l'animation de texte au Ghana et rencontré à ce propos des artistes et des auteurs, et tous se sont montrés intéressés à créer numériquement, et là c'est une seconde différence avec ce qui s'est passé en Occident, tout en préservant la tradition. Alors voilà comment le projet a été réalisé. Tout d'abord, en hypothèse, ça c'est une des hypothèses qui était à la base de la création du prototype, ce qui est essentiel dans l'oralité n'est pas la dimension orale, mais la temporalité. Et la dimension collective est la variabilité. Donc voilà, avant qu'on ait débuté l'étude, voilà la perspective que j'avais suite à mes déplacements au Ghana sur ce qu'est, au Ghana et au Bénin, sur ce qu'est l'oralité africaine. Donc, la dimension, plutôt que la dimension orale, c'est la dimension temporelle que j'ai perçue comme étant importante, et bien sûr la variabilité et la dimension collective. Alors, il s'avère que numériquement, on a des possibilités pour gérer ces 3 paramètres-là. La temporalité peut être gérée par l'animation même de texte, visuel. La dimension collective, par les chats, et la variabilité, soit par la générativité, soit par la navigation. Et donc, comme j'avais envie de présenter ce projet ici, lors de la conférence, on a orienté le projet dans 2 dimensions qui se sont déroulées en même temps, en parallèle. Une méthodologie correcte aurait été de faire l'une puis l'autre. Donc ces 2 dimensions, c'est une étude bibliographie pour appréhender le bien fondé des hypothèses
Et la seconde dimension, c'est la réalisation d'un prototype, donc basé sur les hypothèses que j'ai énoncées, pour tester la faisabilité technique de ces hypothèses. Alors, le travail sur la caractérisation de l'oralité africaine a été fait par Nina Eric, donc à partir d'une étude bibliographique. Donc, les informations que je vous donne ici sont des informations qu'elle a détectées, enfin mises en évidence à propos de son analyse bibliographique. La première, c'est la primauté de l'oral. Donc, la primauté de l'oral, bien sûr, on y reviendra, invalide le début de mes hypothèses, qui était que, plutôt que l'oral, c'était la dimension temporelle qui prévalait. Primauté de l'oral. La deuxième caractéristique, c'est le contexte collectif, enfin contexte de sa manifestation, qui engendre un caractère collectif, puisque la littérature orale n'est pas donnée dans n'importe quel contexte, et dans des contextes particuliers, et donc on est dans du collectif, mais pas non plus dans n'importe quel collectif. Ce n'est pas le collectif du spectacle, par exemple. Troisième caractéristique, la performativité. Autrement dit, il y a de l'oral, mais il y a, d'après ce qu'elle a compris en tout cas, une mise en mouvement du corps complet du narrateur comme de celui de l'auditeur. Donc c'est quelque chose de profondément corporel et pas simplement lié à une parole, à l'acte de parler ou l'acte de dire. La caractéristique suivante, c'est l'improvisation qui est justement liée à la contextualisation du propos et qui engendre une variabilité. Enfin, l'oralité serait surtout utilisée pour ses dimensions culturelles ou éducatives. Et il y a un certain nombre de genres dans lesquels elle s'exprime, donc ce n'est pas non plus dans n'importe quel genre. Ce sont les mythes et légendes, les énigmes, les proverbes et les récits populaires. Donc voilà un petit peu les caractéristiques qui sont issues de cette bibliographie et donc de cette étude bibliographique. Et donc je vous rappelle, cette étude est faite en parallèle avec la réalisation et la conception du prototype. Donc si on compare mes hypothèses à moi avec les renseignements issus de la bibliographie, eh bien on voit que, évidemment, il y a un premier différentiel qui est très important, c'est sur la notion de oral et de visuel. Alors il faut bien se rendre compte que le numérique est avant tout visuel. Ce qui permet d'avoir accès au numérique, avant toute chose, c'est un écran. Que ce soit un écran d'ordinateur, que ce soit un écran de téléphone, que ce soit n'importe quoi, c'est un écran. Et même quand vous écoutez du son sur votre téléphone, vous êtes en présence d'un écran, quand même. Donc l'écran précède l'oralité. C'est pour ça que le fait de chercher un équivalent ou quelque chose de cohérent qui soit dans le visuel n'est pas forcément une piste à écarter d'emblée. Ensuite, la dimension collective, effectivement, dans les outils numériques, elle peut être remplie par les chats, les wikis, un certain nombre de dispositifs qui permettent justement d'avoir ce collectif, sauf que ce qu'induit le numérique, c'est que c'est un collectif qui n'est pas dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, même si vous utilisez un chat, vous êtes toujours dans émission-réception. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en coprésence de celui qui dit. Vous recevez et après vous émettez. Donc on est bien dans une dimension collective, mais qui n'est pas le même contexte que la dimension collective en présentiel. La performativité. Alors ça, pour la performativité, on peut avoir plusieurs solutions. Le numérique offre plusieurs solutions. La première, qui est la plus proche d'ailleurs de ce qui est issu de la bibliographie, c'est tout simplement la performance numérique. Il existe aujourd'hui des performances numériques, c'est-à-dire des gens qui, effectivement, vous allez en avoir une tout à l'heure, utilisent le corps et l'outil numérique comme étant un élément de la performance. Ce n'est pas un dispositif numérique de lecture. Mais il y a d'autres possibilités. Il y a une expressivité qui est propre au numérique. Et cette expressivité propre au numérique, elle peut prendre plusieurs modalités. La première, c'est un type de sémiotique particulière qu'on appelle la sémiotique temporelle. Alors, la sémiotique temporelle, je vous en dis juste deux mots. C'est pas lié au numérique, ce sont les compositeurs qui ont trouvé qu'il existe une sémiotique
qui est lié au processus temporel. Donc ils l'ont découvert en musique, nous on l'a ensuite découvert dans la vidéo, dans les animations. C'est quoi cette sémiotique? C'est qu'il y a des formes de comportement temporel qui rappellent des mouvements que vous connaissez, ou des choses naturelles. Alors je vous donne un exemple sonore, et puis je ne vous demanderai pas à quoi ça vous fait penser, parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous donnerai la solution et vous me direz si ça vous semble compatible. Alors voici l'exemple sonore. Bien ça fait penser à un mouvement de chute. Alors, on a fait des expériences psychologiques et neurophysiologiques sur cette sémiotique-là, et on s'est rendu compte que c'est une sémiotique qui n'est pas verbalisable, c'est-à-dire que les termes que vous allez utiliser pour la décrire ne sont pas définis. C'est une sémiotique qu'on peut rencontrer par les dessins, mais qui est partagée par toutes les personnes auxquelles on l'a fait écouter, qu'ils soient musiciens ou non musiciens. Le deuxième élément, c'est l'introduction à l'intérieur du truc. Tu me dis quand on est arrivé à une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, parce que j'aurais présenté quelque chose. Ce sont les modèles physiques qu'on peut inclure dans les algorithmes et qui donc redonnent une iconicité de mouvement réel. Et bien sûr, le multimédia, il y a d'une expressivité multimédia, et l'intermédia qui est le passage d'un système sémiotique à un autre. Enfin, l'improvisation, je l'ai déjà signalé, ça peut être donné par la navigation ou par la générativité. Alors maintenant, le prototype, on en est à combien de minutes là? 10 minutes 12. Bon, parce que je voudrais vous montrer le prototype. Donc j'avance très vite sur les contraintes du prototype. Alors, il n'était pas question de faire du temps réel pour la création. Donc en réalité, on a utilisé, je résume un petit peu la conférence et puis je vous montrerai, on a utilisé un dispositif dans lequel 4 auteurs différents partagent des visions différentes d'une même histoire. Alors l'histoire, c'est très simple, c'est tiré du mythe d'Adam et Ève, je vous la raconte en 2 minutes. C'est une histoire qui est souvent utilisée au Ghana pour faire donc des mythes. Là, c'est transformé, ça vient de Nina Eric, c'est transformé en Jason et Ève. Alors Jason vit dans le monde 2019, il se rend compte qu'il est dans un monde entouré de diables, et donc il cherche quelle est l'origine du mal. Il se dit, ben tiens, c'est parce qu'Adam et Ève ont mangé la pomme, donc il faut remonter au paradis terrestre pour que Adam et Ève ne mangent pas la pomme. Ils fabriquent une machine à remonter de temps, ils arrivent au paradis terrestre, mais entre-temps, il y a le diable qui se rend compte de ce projet, et qui donc va chercher un démon qui s'appelle Lily. Le démon qui s'appelle Lily kidnappe Adam, elle procrée avec Adam pour faire des plaintes diablotins. Jason arrive au paradis terrestre et puis finalement il ne trouve pas Adam, donc il rencontre le diable qui lui dit mais si tu manges le fruit, Adam va revenir. Donc Jason mange le fruit, évidemment ça ne fait pas revenir Adam, mais Ève en tout cas disparaît également, et donc Jason se retrouve complètement bredouille et revient en 2019. Donc voilà l'histoire, et cette histoire-là a été interprétée de 4 façons différentes. Et donc vous avez, je vais avancer, voilà, le framework, c'est-à-dire l'interface de création, ce n'est pas une interface de lecture, on n'a pas fait d'interface de lecture. L'interface de création, le framework, c'est une image SVG sur 4 lignes dans laquelle vous avez donc chaque rectangle correspond à une séquence de l'histoire, il y a 10 séquences. Donc on a des variantes. Alors Nina qui a écrit le scénario va être très très proche du scénario. Moi j'ai fait une interprétation très parodique et politique, c'est-à-dire que Jason en gros c'est Macron, et puis le diable ce sont les gilets jaunes, et puis l'intégralité du texte repose sur des références, parce que ça il y en a que je trouve beaucoup dans l'oralité, des références très populaires à des histoires donc, et à des poèmes. Donc vous trouvez du Lamartine, vous trouvez du Rimbaud, vous trouvez du Brassens, vous trouvez les Contes de Green, vous trouvez La Belle au bois dormant, vous trouvez Cendrillon, Blanche-Neige, vous avez du Gargantua aussi. Enfin voilà, toute la structure du texte reprend en fait des références littéraires, et toute l'histoire est construite par ces références-là. Samuel a fait un générateur, c'est-à-dire que lui, chaque mot du scénario, il va les utiliser pour faire des requêtes Google et récupérer des images sur Google. Donc les lecteurs différents auront des visions différentes. Et Everardo, là vous avez alors je vous le montre, voilà.
Everardo a fait une interprétation très designée avec un vocabulaire minimum d'émojicônes qui fonctionne très très bien et il raconte toute l'histoire avec ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, puisque là il me reste quelques minutes, c'est que je vais vous montrer une vidéo d'un parcours qui a été fait dans ce prototype. Alors c'est un prototype qui peut fonctionner, vous l'avez là-haut, qui peut fonctionner évidemment multi-lecteur, multi-utilisateur. Il y a des règles d'autorisation, mais là par exemple ce que vous voyez, c'est sur 2 ordinateurs distants, l'un à Lille, l'autre à Paris, en cours de jouabilité. Et vous voyez que le prototype n'est pas encore totalement stabilisé. On a des désynchronisations entre les 2 ordinateurs qui est lié à la présence de vidéo et à la limitation de bande passante. Donc ce que je vais vous montrer maintenant dans la vidéo, c'est un parcours que j'ai réalisé, que j'ai capturé sur mon ordinateur. Mais encore une fois, c'est un dispositif qui peut se jouer, se lire en tout cas à plusieurs. Donc voilà. Donc ça, c'est le début, c'est l'interface qui permet de charger le scénario et de lire. Et là, on est parti sur la lecture, qui est le titre. Et quand on change d'auteur, on reste sur la même séquence. Donc là, je vais changer d'auteur, vous allez voir le titre 2 fois, avec 2 interprétations différentes. Ça, c'est la version de Nina pour l'instant. Alors là, on passe à la mienne. Ah non, c'est toujours la sienne. Alors là, on passe à ma version à moi de la première séquence. En France, à Paris, par ici, ou plutôt par là, enfin, un petit peu plus fort. Il était tranquille, était peinard, accoudé au flipper. Le type est entré dans le bar. 1000 milliards de mille sabords, ce bachibouseux des cartes. Ce bougre d'ectoplasme de moule à gaufre était vêtu de pieds en cap et d'épais gilets jaunes. D'amen. Il remettait le couvert d'un épais nuage lacrymo suffocant. Pourtant, que diantre, supprimer l'impôt sur la fortune, pour moins que rien faire payer les muscles trop riches, c'est une bonne idée. Augmenter les taxes sur le carburant et le transport, pour favoriser des cadeaux fiscaux aux entreprises sonnantes et trébuchantes, c'est une bonne idée. Bloquer les retraites et ne plus filer un pognon de dingue pour lutter contre la pauvreté, voilà encore une bonne idée. Mais la populace, économiquement inculte, n'y pigeait que plus que voilà qu'elle se découvrait un talent de graphiste de mode. Tout avait débuté avec les bonnets rouges, puis les gilets jaunes, et maintenant les stylos rouges. Oui, jusqu'où le rayon s'était perdu. Allait-il inventer les jupes roses contre les inégalités hommes-femmes, ou dans les écoles les cartables verts pour protester contre l'inaction climatique? Vous serez bientôt, hélas, concerné par cette brûlante actualité qui devient supportable. Deuxième séquence. Tout part au diable de vos vers en se trouvant. Au diable de vos vers. Ah, mais bien sûr. La voilà la cause de tout ce pétrin qui ne pétrit plus. Le diable qui pousse les victimes d'abus sexuels dans l'église à porter plainte. Le diable qui incite à la tolérance envers les homosexuels et bien d'autres choses encore tout plus terribles les unes que les autres pour les pouvoirs bien interdits. Jason venait ainsi de découvrir l'origine du mal qui dévorait les malheureux habitants
Tel un super-héros, donc, il se prit la tête entre les mains, remit son bonnet, un peu long, son bonnet sur sa toison d'or, couleur de celle qui poussa jadis la coiffe de Bécassine, et s'en repartit méditer dans son atelier à une invention que Jéhovah retrouve tout. Soudain, le déclic, celui de Eugénie, bien sûr, mais aussi et surtout celui de Chevillette qui s'éveille. La porte s'ouvrit et la bobinette chérie du laboratoire clandestin de Jason. Mais chut, il faut œuvrer dans le plus grand secret afin que le prince garant au nord, nouveau Jupiter terrien, ou plutôt citadin, pas trop terrien en fait, me déchoit du pied de la nappe de sable. Jason avait le cœur et les mains à l'ouvrage. Muni de cet attelage, son esprit, vierge de toute distraction, conçut et enfanta par le dos de son autre esprit, son esprit supérieur, une machine.